Bonjour à tous, merci beaucoup de nous retrouver pour ce nouvel hebdo, une émission un peu spéciale dédiée à l'histoire, dédiée à la libération. Les 80 ans qui sont célébrés cette année, vous le savez, nous sommes au Kekman, on commence l'émission ici où 5000 hommes de l'armée américaine reposent ici. Ils nous ont libérés, il faut se rappeler de tout ça. Devoir de mémoire, on en parle tout de suite. Nous nous retrouvons du côté du cimetière américain du Kekman à Épinal. Je suis avec le maire Patrick Nardin. Bonjour. Bonjour Alice. Alors, ce cimetière, c'est vraiment un lieu emblématique d'Épinal, de ce passage de la Seconde Guerre mondiale et de tous ces soldats américains qui sont tombés aussi pour libérer les Vosges. C'est un lieu important pour notre ville. Oui, c'est un lieu de souvenirs, c'est un lieu où on vient se recueillir chaque année pour rendre hommage à ces milliers de GI qui sont tombés, qui sont morts, notamment lors du débarquement, tout simplement pour nous délivrer et nous offrir la liberté dont on jouit aujourd'hui. Est-ce qu'on sait combien d'hommes sont enterrés ici ? Plus de 5000. Plus de 5000, d'accord. Et donc, dans le cadre de cette année particulière, parce que c'est quand même l'anniversaire des 80 ans de la Libération, il y a aussi une commémoration qui est organisée ici, au Kekman, qui va démarrer d'ailleurs dans un instant. Oui, entre autres, c'est une commémoration qui célèbre la libération de la cité. Vous savez, moi j'ai souhaité que l'on puisse avoir un programme très riche dans le cadre de ce 80e anniversaire de la Libération, tout simplement parce que le temps s'est écoulé et quels souvenirs nous gardons, quels souvenirs nos générations gardent de ces moments-là. Donc le temps s'est écoulé, la Moselle elle a coulé sous des ponts qui ont été reconstruits les uns derrière les autres, les gravats ont été déblayés et puis les quartiers ont été rebâtis. Et nos places, nos cités, elles se souviennent de ce moment pivot de notre histoire collective. Et donc j'ai souhaité que l'on ait un programme riche, tout simplement pour qu'on puisse revivre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ce chemin vers la libération de la cité. Justement, ce programme riche que vous avez souhaité décliner sur finalement toute l'année, ça a commencé au mois de mai déjà, et avec de nombreux temps forts. Il y a eu des conférences, des échanges. Trois moments importants qu'on a retenus. La préparation des débarquements, c'est-à-dire les bombardements des Alliés les 11 et 23 mai 1944, qui ont, vous le savez, des dégâts terribles sur la cité, puisqu'une bonne partie de la ville a été détruite, des centaines de morts. Et puis, donc, on a organisé des conférences, tout public, avec les scolaires, une plaque commémorative des Hindous, des Pakistanais, des Népalais qui ont été tués pendant ces bombardements, qui étaient prisonniers dans les bâtiments à Courcy. Puis vint l'heure du débarquement avec des moments forts. Roger Lenorès, ancien de la 2e DB, qui a pu échanger, s'adresser à plein de jeunes qu'on avait réunis. C'est des moments forts. Le moment fort aussi, c'est quand j'ai reçu les villes jumelles, Gembloux, Belgique, Schwäbisch Hall en Allemagne, pour célébrer les anniversaires du jumelage. J'ai voulu qu'on ait un moment devant le monument aux morts pour se recueillir. Et puis vint le temps de la libération d'Épinal, avec des moments douloureux, puisqu'il y a eu des morts, mais c'est aussi des moments festifs, et des moments de liesse populaire. C'est aussi des moments intergénérationnels que vous avez voulu faire, parce que l'important, c'est aussi ça, c'est de transmettre cette histoire aux jeunes et se souvenir de tout ça, notamment en ce moment où voilà, le conflit est vraiment aux portes de l'Europe, quoi. Oui, on voit bien le contexte international est quand même très compliqué et chaque jour, on voit toute l'importance du devoir de mémoire parce que tout simplement la paix, elle est fragile. On pense bien sûr à la guerre en Ukraine, mais on peut parler aussi de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Et donc, on a souhaité embarquer la population, mais également toute notre jeunesse qui ont contribué à ces moments que nous avons partagés ensemble depuis le mois de mai. Et donc ça se clôt là ce mois-ci parce que libération en septembre 44. Donc là aujourd'hui, ça y est. Ouais. Aujourd'hui, le 24 septembre. Alors, on terminera ce soir, après les commémorations de cet après-midi, ici au Kekman, au monument des fusillés de la Vierge, devant la stèle de la 45e division US, et puis Place Foch, où il y aura des chants, où il y aura un défilé de vieux véhicules militaires, ce soir à 20 h à la basilique Saint-Maurice, avec nos 2 Ukrainiennes du conservatoire Gauthier d'Épinal, un concert, un hymne pour la paix. On rencontrera d'ailleurs Roger Lenorès en deuxième partie d'émission. Merci Patrick Nardin d'avoir répondu à nos questions. Dans ce reportage d'archives, on reste au Kekman, mais on retourne quelques années en arrière, lorsqu'on recevait une délégation américaine de l'Oklahoma. On regarde et on se retrouve juste après.
Samedi, Épinal a replongé dans son histoire. Pour le 77e anniversaire de la Libération, la Cité des Images a organisé une cérémonie en mémoire des soldats de la 45e division d'infanterie américaine, cette unité de la 7e armée des États-Unis du général Patch. Un pont spinalien porte le nom de ce stratège militaire, car ce sont les soldats de la 45e division qui ont libéré la ville en 1944. Les premiers chars vont pouvoir passer le 24 au matin, à 9 h du matin. Ils passent sur la rive droite de la Moselle et vont donc progressivement prendre le centre-ville ancien d'Épinal. Une stèle a été dévoilée pour se souvenir de la 45e division américaine. Une délégation avait fait le voyage d'Oklahoma, où est basée aujourd'hui cette composante de la garde nationale des États-Unis. Cette cérémonie, c'était aussi l'amitié franco-américaine qui était mise à l'honneur. La France est notre allié de plus longtemps et c'est un bon souvenir de notre coopération qui continue aujourd'hui. Nous avons bien sûr l'armée américaine, des détachements de l'armée américaine, nous avons l'armée française côte à côte. Et puis nous avons des souvenirs avec des vieux soldats qui ont ressorti du matériel et tout ça pour participer à cet événement. De nombreux passionnés ont ainsi participé à ces cérémonies qui se sont poursuivies au cimetière américain du Quéquemont d'Épinal-Dinosé. Florent est venu avec sa Jeep d'origine. Il admire le sacrifice des GIs de l'époque. Surtout le courage des jeunes qui sont venus ici en France et qui ne connaissaient pas du tout ce que c'était la France. Et donc il fallait le faire quand même, avoir des gosses de 18 ans qui sont morts pour nous. Donc voilà. Dans ce cimetière américain, sur plus de 5000 tombes, 408 portent le nom d'un soldat de la 45e division d'infanterie, une division reconnaissable à son insigne, l'oiseau tonnerre. Ce blason, en fait, est un symbole amérindien parce que dans l'État d'Oklahoma, il y a énormément d'Amérindiens. D'ailleurs, cette unité, cette 45e division, était la division qui avait le plus d'Amérindiens parmi eux. D'ailleurs, ici, il y en a 22 qui sont enterrés. So you see, this boy was killed not very far from Épinal. Le patriotisme est une valeur très forte aux États-Unis, un pays qui avait par ailleurs souhaité ces cérémonies d'hommage, très émouvantes pour le représentant de l'armée américaine. C'est vraiment beaucoup d'émotions pour moi. Tellement de jeunes hommes sont venus ici se battre pour une noble cause, celle de libérer le pays des nazis. Et malheureusement, nombreux d'entre eux ne sont jamais rentrés. Donc ça me rend vraiment fier de porter l'uniforme de l'armée américaine et de cette 45e division. La délégation américaine qui s'est vue remettre un drapeau des États-Unis, symbole d'un retour au pays pour tous ces jeunes soldats tombés loin de la mère patrie. Nous sommes sur la place Foch à Épinal. J'ai rejoint Roger Leneresse, l'un des derniers survivants de la 2e division blindée du général Leclerc. Bonjour Roger. Bonjour à vos télévisions. Alors cette Seconde Guerre mondiale, ça a été un moment extrêmement marquant dans votre vie, hein, forcément. Au début de l'occupation allemande en 1940, vous aviez 17 ans, vous étiez taulier dans un garage à Épinal. Oui. Et vous n'avez pas du tout accepté de voir débarquer les Allemands. Et c'est là qu'a commencé la résistance pour vous, à votre échelle en tout cas. Évidemment, je n'ai pas supporté l'arrivée des occupants. Et mon acte de résistance a consisté, avec la complicité d'un camarade et du sellier, un ancien de la guerre de 14, qui était sellier au garage Renault. Eh bien, nous avons dérobé des armes aux Allemands. Et la cachette, pour nous, la cachette idéale, eh bien, c'était de cacher ces armes dans le garage occupé par les Allemands. Comme entre midi et 13h30, il y avait pas, les Allemands ne travaillaient pas, on profitait de cette mi-temps, on peut dire, pour cacher ses armes dans la sellerie de M. Toussaint. Malheureusement, ces armes n'ont pas servi durant la résistance.
En tout cas, les choses ont empiré, ça vous l'avez senti et vous avez décidé de fuir. Et pour ce faire, parce qu'on ne quittait pas les Vosges facilement, vous vous êtes enrôlé dans l'armée de l'armistice et vous êtes parti en Afrique du Nord. Et de là, vous avez réussi à rallier ensuite, vous avez déserté, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes allé rejoindre le général de Gaulle et vous avez rejoint la 2e DB, c'est ça? Quand j'ai reçu mon invitation pour aller travailler en Allemagne, eh bien, j'ai décidé de quitter la zone interdite. Et le meilleur moyen de quitter la zone interdite, sur les conseils d'un médecin-colonel finance, un ami de mon père, il m'a conseillé de m'engager dans l'armée d'armistice. En somme, l'armée d'armistice, c'était mon cheval de Troie. Donc je quitte Épinal le 2 septembre 1942. Et mon intention, bien sûr, était de rejoindre les forces françaises libres. Parce que dès que j'ai vu, à l'époque, le maréchal Pétain qui serrait la main de Hitler à Montoire, ça a été le déclic. Voilà. Donc, vous avez décidé de quitter, d'entrer dans la résistance en fait, hein, et vous avez rejoint le général de Gaulle et vous avez participé au débarquement du coup en août 1944 en Normandie. Et de là a commencé la libération de la France. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'on est parti au Maroc. On est parti au Maroc après que j'ai signé mon engagement en Tripolitaine auprès du général Leclerc. Donc après notre formation et de percevoir notre matériel américain au Maroc, on est parti pour l'Angleterre en avril 1944. On a été très bien accueillis par la population britannique. Donc fin juillet, on a fait mouvement sur la côte sud de l'Angleterre, près de Southampton, dans un petit port, un lieu de rassemblement qui s'appelait Dorchester. Et le 2 août 1944, je débarquais en Normandie. Alors je débarquais, mon bateau s'est arrêté au large de la plage d'Omaha Beach. Donc la DB, elle, a débarqué à Utah Beach. Et après avoir passé par Isigny et 40 ans, on rejoignait dans le gros de la division. Et de la Normandie, bien, on a commencé les opérations avec la 3e armée US sur les ordres du général Patton. Et un peu avant Alençon, au carrefour de la Hutte, c'est là qu'on a eu les premiers affrontements, disons, avec les Allemands, où on a eu deux tués et plusieurs blessés. Voilà, donc... Et donc, vous avez progressé jusqu'à arriver en septembre dans les Vosges. Donc là, on fête aussi cette commémoration aujourd'hui, 80 ans plus tard. Quand vous êtes arrivé dans les Vosges, ça n'a pas été facile. Les Allemands vous ont tendu quelques embuscades. Je suis passé donc par Contrexéville, Vittel, et après on a abordé Dompierre, où il y a eu cette fameuse bataille les 12 et 13 septembre 1944. Alors, il faut vous dire que notre régiment, qui était le premier régiment de marche de ce pays marocain, était un régiment de reconnaissance, c'est-à-dire que nous allions en reconnaissance, toujours devant, pour détecter les points de résistance et prendre le contact avec les Allemands. Donc, très en danger, finalement, plus que les autres? Ben, c'est-à-dire que oui, lorsque vous êtes une automitrailleuse de tête, vous partez sur une route dans l'inconnu. Vous ne savez pas au bout qu'est-ce qui vous attend. Évidemment, c'est là qu'on a eu quand même pas mal de pertes. Il faut dire que dans la campagne des Vosges, jusqu'en Allemagne, depuis avoir quitté Paris, la 2e DB a perdu 827 tués. Voilà. C'était très difficile en tout cas. Et alors aujourd'hui, on sait que vous allez à la rencontre de beaucoup de gens, vous partagez cette histoire, vous témoignez. C'est important aujourd'hui de transmettre aux jeunes générations, de ne pas oublier tout ça, tous ces sacrifices. C'est-à-dire que le message qu'on peut transmettre, c'est de faire tout son possible pour éviter une 3e guerre mondiale. Je n'y crois pas beaucoup parce que la 3e guerre mondiale, pour moi,
Elle a commencé le 24 février 2022. Seulement personne n'ose prononcer le mot de guerre. Avec la guerre en Ukraine, vous voulez dire? Vous savez, c'est la réalité. Le monde, il est ce qu'il est. C'est difficile. Je ne peux pas dire que on ne souhaite pas, évidemment, les affrontements. Nous, on est purs. Nous qui avons connu la guerre, justement, on est surtout pour que les peuples s'entendent entre eux et qu'on ne renouvelle pas ces grosses erreurs d'être en guerre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci Roger d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite un deuxième reportage tiré de nos archives du côté de Porcieux où l'on rendait hommage à 7 résistants qui étaient fusillés et on se retrouve juste après. C'est au son, certes peu commun dans nos contrées, mais qui a résonné sur les plages normandes lors du D-Day d'une cornemuse, que résonnait ce samedi dans le cimetière de Porcieux, le 80e anniversaire de l'exécution de 7 résistants de la commune. À la suite d'un parachutage d'armes, en 1944 donc, Adama Aubois, qui conduira à leur arrestation, ils seront fusillés par les nazis à la prison de la Vierge à Épinal, pour, comme c'est inscrit sur le monument, mourir plutôt que trahir. Je suis venue pour soutenir, aller voir mon arrière-grand-père mort à présent. C'est plutôt important pour ma mamie et pour moi, pour ma famille. Je pense beaucoup à mon papa. J'allais avoir 2 ans quand il a été fusillé. Donc j'y pense. Je lui parle tous les jours. Et heureusement que j'ai eu mes grands-parents maternels qui me sont beaucoup occupés de moi. Si Londres, les Français parlent au français. L'année dernière, j'avais donc rencontré la fille de Charles Jacquard, donc la dernière fille de fusillé. Et je trouvais que c'était important de symboliser le 80e anniversaire. Mon grand-père, il ne se serait pas blessé. Il aurait dû faire partie de ce parachutage et on aurait donc été sans doute arrêté. Je suis ingénieur et sous-directeur à la mairie. J'ai 3 enfants. J'ai été arrêtée sur mon lieu de travail à Marseille. J'ai une fille. C'est un rôle très important qu'on nous a donné. Ça nous met une grande pression sur les épaules de pouvoir lire tout ça avec solennité devant tous ces gens. C'est quand même un membre de ma famille et c'était très important pour ma famille. C'est toujours émouvant de représenter quelqu'un et c'est dur aussi parce qu'on ne peut pas savoir comment la personne était. Mais après on a fait de notre mieux et je pense que ça a ému pas mal de gens. Pour moi c'est important de conserver l'histoire et de le partager à notre génération tout sans oublier ce qui s'est passé avant et que sans eux on ne serait pas là à cette heure-ci. Le couvent des Sœurs de la Providence de Porcieux accueille cette exposition sur la résistance et la libération, avec entre autres des dioramas grandeur nature et de nombreux objets d'époque, à voir les après-midi jusqu'à ce mercredi 8 mai. Nous nous retrouvons du côté de la glucoserie. Je retrouve tout de suite Romaric Duchesne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de service au pays d'art et d'histoire du pays d'Épinal. Et vous avez réalisé ici tout un travail de mémoire. Alors c'était à la demande de la ville d'Épinal. Ça a démarré il y a quelques mois, c'est ça? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait. Tout à fait. En fait, l'idée, c'était de pouvoir essayer de collecter la mémoire orale des personnes qui ont vécu donc, toute cette période. Ouais. Donc la ville a fait appel à nous, puisqu'on avait déjà un peu de matériel, un peu d'expérience dans le domaine. Et donc ils se sont chargés de toute la communication. Et puis nous, après, on a reçu les personnes en entretien pour pouvoir échanger avec elles sur leurs souvenirs liés à ces événements assez douloureux. Donc ils ont fait appel à vous parce que vous aviez déjà fait ce genre d'exercice auprès des ouvriers du textile, c'est ça, 1 an avant, hein? Oui, tout à fait. En fait, là, on a une nouvelle exposition temporaire sur l'industrie textile à la glucoserie. Et pour préparer cette exposition temporaire, on s'est dit, c'est pas si vieux que ça. On va voir des tas de personnes qui ont vécu, qui ont travaillé dans ces usines. Et donc, on a acheté un peu de matériel. On s'est un petit peu formé aussi pour pouvoir vraiment appréhender la collecte de la mémoire orale, pour avoir vraiment des informations, des anecdotes, des choses qu'on va pas trouver forcément dans les livres d'histoire, des choses qui vont être vraiment des récits de vie, des tranches vraiment de leur histoire dans l'industrie. Donc là, au départ, c'était un peu une bouteille jetée à la mer. On ne savait pas trop si les gens allaient jouer le jeu, participer. Et ça a bien pris, en fait, finalement. Tout à fait, oui. On a eu près de 50 personnes qui ont fait un retour à la ville d'Épinal en disant moi, si vous voulez, je suis intéressé. On a des personnes qui étaient très loin. Donc, en fait, c'est plutôt un témoignage écrit qu'ils nous ont fourni. On a certaines personnes qui nous ont transmis des photos, des documents anciens familiaux.
Et on en a d'autres qui ont dit, moi je suis d'accord pour discuter avec vous, je suis d'accord pour qu'on enregistre ma voix. Et donc on a pu les recevoir en entretien et vraiment discuter avec eux de cette mémoire, de ce qu'ils avaient vécu. Et c'est intéressant parce que dans les livres d'histoire, on va avoir des généralités techniques, on va dire. Ouais. Et puis avec un regard extérieur, là on va voir vraiment le point de vue de la personne qui s'est retrouvée sous les bombes ou qui a vu les chars face à elle lors de la libération. Une vraie tranche de vie, quoi. C'est ça. Et du coup, vous avez fait 2 types d'entretiens, des entretiens individuels chez les personnes qui ne pouvaient pas forcément se déplacer, parce que ce sont des personnes aujourd'hui qui sont âgées, et des entretiens collectifs. Et ça, c'était assez intéressant parce que les gens, voilà, l'objectif du collectif, c'était que les gens puissent se répondre entre eux, que l'un puisse dire, tiens, moi j'ai vécu ça, puis l'autre dise, moi j'étais dans la rue d'à côté. On en a retrouvé certains qui étaient dans le même abri au même moment lors des bombardements, et on en a même eu d'autres qui ont retrouvé des camarades de classe qu'ils avaient perdu de vue depuis très longtemps. Et du coup, c'est très intéressant parce que les langues se délirent, parlent de personnes qu'ils avaient connues ensemble, et le discours est tout autre que s'ils étaient tout seuls face à l'enregistreur. Et du coup, vous avez dû avoir de belles anecdotes, j'imagine, pendant ces échanges? Oui, on a eu beaucoup d'anecdotes très intéressantes sur des gens qui ont, par exemple, des marraines de guerre qui ont fini par épouser le soldat à qui elles envoyaient des colis alors qu'ils ne se connaissaient pas avant la guerre, ou bien des personnes qui ont vu vraiment les bombes tomber, par exemple, lors des bombardements en mai, et qui nous racontent l'effet que ça fait physiquement de voir un bombardement sous ses yeux, quoi. Le bruit, l'odeur, la fumée. C'est des choses qu'on a du mal à imaginer. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait finalement après de tous ces témoignages-là ? Alors l'objectif premier, c'est vraiment de conserver la mémoire déjà, donc on va l'archiver. Et ensuite, l'idée, c'est de faire des projets de valorisation. Par exemple, on a fait un podcast qui est en ligne sur notre site internet, La Glucoserie, qui va reprendre les principales anecdotes, qui va les reformuler sous forme d'un récit raconté par un narrateur. Et on va voir également des capsules audio, où là, on va prendre des extraits courts des récits vraiment authentiques, et qu'on a mis aussi en ligne sur notre site internet pour que les gens, n'importe qui, puissent venir les écouter. Donc ça fait un beau travail d'archives, des choses qu'on va garder en tout cas. Voilà, l'idée c'est de conserver pour les générations futures la mémoire de ces tristes événements, ou bien de ces glorieux événements si on parle de la libération. Merci Romaric Duchesne d'avoir répondu à nos questions. On l'a compris, on peut retrouver donc tout ça sur internet, sur le site de la Glucoserie. Laglucoserie.fr, on a mis une grande bande en plein milieu sur la page sur les bombardements. Parfait, merci. On regarde les infos de la semaine. Il rejoint les 9 autres livrets déjà existants. Le parc du Château d'Épinal a désormais son propre focus dans la collection Villes et pays d'art et d'histoire proposée par la Glucoserie, le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du pays d'Épinal, cœur des Vosges. Ce nouveau fascicule d'une petite trentaine de pages était présenté vendredi dernier. Il propose au fil des pages un circuit touristique et historique sur le parc, enrichi d'images d'archives pour découvrir entre autres l'histoire du château depuis le Moyen-Âge, mais aussi celle de la tour chinoise ou encore du pavillon Doublat, ancien propriétaire du parc du château au 19e siècle, à qui l'on doit une grande partie de ses réalisations. Et pour celui des collégiens, c'est lié à la biodiversité. Pour la 4e année, Thaon-les-Vosges, en partenariat avec l'ONF, organisait les journées de la forêt ces vendredis et samedis. 17 stands étaient installés le long du parcours de santé pour sensibiliser les visiteurs aux enjeux environnementaux et à la vie en forêt. Si samedi le parcours était ouvert à tous, il était réservé aux scolaires ce vendredi pour leur faire découvrir les métiers de la filière et les formations disponibles. Après un départ route du Château d'Eau, il fallait compter environ 2h30 pour parcourir les 1,8 km avec arrêt au stand. Tu as une pédale à ta droite, tu vas suivre, le flammeur va avancer. Ça sent bien ça. Des défilés en tenue traditionnelle, ici de la Côte d'Ivoire, juste après avoir assisté à une représentation du groupe folklorique des Pinaudrés. Des horizons différents, et c'était bien l'objectif de la toute première fête de la diversité à Épinal. Organisée par la municipalité sur le plateau de la Justice, l'événement se voulait rassembleur avec un objectif affiché, célébrer les expressions culturelles, sociales et favoriser le vivre ensemble. Au total, 17 associations étaient présentes. Discussions sur l'égalité homme-femme, déjeuners partagés, ateliers culturels ou sportifs ont rythmé l'après-midi. Arrivé lundi dernier de Novi Jinshin, en République tchèque, dans le cadre d'un échange scolaire, 40 lycéens ont été accueillis à la mairie d'Épinal. Jumelés depuis 2007, les deux villes organisent ce type d'échange tous les 2 ans. Ce programme permet ainsi aux jeunes inscrits en section européenne anglais du lycée Pierre Mendès France d'échanger avec leurs correspondants dans cette langue commune. Hébergés durant la semaine par des familles spinaliennes, les élèves tchèques sont allés en cours avec leurs binômes et ont visité Nancy et les Hauts-de-Vosges.
À l'occasion de ses 20 ans, l'association des Amis de l'Orgue du Temple protestant d'Épinal proposait le week-end dernier une nouvelle session des Petites Fugues, une série de concerts et d'expositions au sein de ce lieu de culte rue de la Préfecture à Épinal. L'histoire de l'instrument était contée par Marie-Hélène Alévêque avant de passer à la pratique avec Corentin Brèche et Émile Frenzel au clavier. Le tout était proposé durant les Journées européennes du patrimoine. Merci à tous de nous avoir suivis. L'hebdo est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.